Qassem Iheb. Salam, monsieur. Mohamed Aziz Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va continuer le contenu du 7e chapitre. Mais juste avant d'avancer vers le contenu de ce 7e chapitre-là, juste au niveau de l'examen, donc l'examen il va porter uniquement sur le chapitre 6 et 7. Donc là, la partie DS, donc vous l'ignorez. Donc on va se focaliser uniquement au niveau du chapitre 6 et 7. Donc j'ai déjà envoyé le support de cours sur la plateforme Teams du chapitre 6 et 7. J'espère que c'est clair. Bien. Donc, pour la partie du chapitre 7, donc, on va voir aujourd'hui les outils d'automatisation. Donc, la semaine passée, on est arrêté à cette partie-là. Donc, les outils d'automatisation. Donc, qu'est-ce qu'on entend par automatisation? Donc, qu'est-ce qu'on va automatiser? Donc, à part la partie intégration, etc., à part la partie de déploiement, l'automatisation de déploiement. Donc, qu'est-ce qu'on va aussi automatiser? Donc aujourd'hui, on va voir les outils d'automatisation et ce qu'on appelle généralement les outils qui vont automatiser la préparation de l'environnement de déploiement. Okay? Donc c'est l'automatisation essentiellement des configurations des serveurs et des mises à jour et ainsi de suite. Bien. Donc dans cette rubrique, donc les 3 outils d'automatisation les plus populaires, donc les plus utilisés sont Ansible, Puppet et Chief. Donc sont discutés au niveau de ce chapitre-là. Il y aura également une option pour installer l'un de l'ensemble d'entre eux sur le poste de travail local. Ça veut dire quoi? Donc, au niveau de ce chapitre-là, il y en a un lab qui va traiter la partie Ansible. Donc là, la manipulation et l'installation de l'outil Ansible. Et là, je vous invite vivement de réaliser ce TP-là et de l'envoyer comme un compte rendu d'ici à la fin des vacances. OK? Bien, que font les outils d'automatisation pour nous? Donc là, quelle est l'utilité de ces outils-là d'automatisation? Donc les outils d'automatisation offrent ce qu'on appelle des fonctionnalités puissantes par rapport aux stratégies d'automatisation, donc ad hoc utilisant Bash, donc Python ou d'autres langages de programmation. Ces outils permettent aux développeurs donc qu'est-ce qu'ils permettent aux développeurs? De simplifier et uniformiser l'environnement de travail, accélérer le développement grâce à des fonctionnalités prêtes, à faciliter la réutilisation, séparer les préoccupations et promouvoir la sécurité, effectuer les découvertes et gérer l'inventaire, donc balance de poignée, donc handle scale et mobiliser la communauté. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Ça veut dire que ces outils-là d'automatisation, lorsqu'on va l'utiliser, ils vont, comment dirais-je, décharger un peu le développeur de certaines tâches d'administration, de certaines tâches classiques, de certaines tâches de routine. Donc là, ces outils-là d'automatisation, ils vont assurer des tâches, comment dirais-je, répétitives. Donc, c'est quoi, quelle est l'utilité ou ce qu'on appelle les concepts critiques au niveau de ces logiciels-là ou ces outils-là? Donc, dans un logiciel de déploiement, donc permet la convergence et la composabilité et permet ce qu'on appelle de rassembler plus facilement des composants dans des collections qui créent de nouveaux types d'infrastructures et effectuent de nouvelles tâches opérationnelles. Exécuter ces collections complètes de construction, déploiement pour réparer en toute sécurité ce qu'on appelle les petits problèmes d'infrastructure, effectuer les mises à niveau progressives, modifier la configuration et gérer la mise à l'échelle. Ça dit quoi? Au niveau de ces outils-là d'automatisation de l'environnement, donc ils vont veiller sur le bon fonctionnement de notre infrastructure, sur le bon fonctionnement de nos systèmes d'exploitation et aussi au niveau de l'environnement de travail. Donc, ces outils-là, ils nous permettent ce qu'on appelle aussi comment dirais-je, d'épargner beaucoup de temps pour le développeur. OK? Donc, le code procédural peut atteindre l'idempotence, donc, mais de nombreux outils de gestion de l'infrastructure, de déploiement de l'orchestration ont adopté une autre méthode
qui consiste à créer une déclarative. Donc, ce qu'on appelle des méthodes procédurales et des méthodes déclaratives. Et on va voir la différence entre les deux. Donc, un déclaratif est un modèle statique utilisé par le middleware qui intègre des détails spécifiques donc, au déploiement, examine les circonstances actuelles et met l'infrastructure réelle en alignement avec le modèle et généralement le chemin le moins long. Donc, la partie déclarative, c'est la partie, comment dirais-je, c'est la partie statique. C'est une description, ce qu'on appelle de l'état de notre serveur. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire notre machine, elle va comporter quel composant. Donc, c'est la partie, ce qu'on appelle le modèle statique. Ça veut dire c'est les descriptifs manuels, donc là, qui sont généralement redondants. Ils sont toujours les mêmes. Donc là, on dit c'est le modèle déclaratif. Donc là, aussi descriptif. Donc, là aussi, il y en a généralement. Donc là, il y en a généralement une différence entre approvisionnement, configuration et déploiement et orchestration. Qu'est-ce que ça veut dire ici la différence? Donc, il y en a des terminologies, ces quatre terminologies-là qui sont différentes. Donc là, lorsqu'on parlerait de provisionnement, donc là, qu'est-ce que ça veut dire le provisionnement? Ça veut dire qu'il s'agit d'obtenir une infrastructure de calcul, de stockage et de réseau réel ou virtuel, d'activer les communications, de la mettre en service et de le rendre prête à l'emploi par les opérateurs et les développeurs. Donc là, ce qu'on appelle l'approvisionnement, c'est comme si vous aurez besoin d'une configuration. Donc là, vous allez approvisionner cette configuration. Donc, vous allez mettre en place cette configuration. Il y en a la partie configuration. Cela signifie quoi? Cela signifie installer des applications et des services de base et d'effectuer les opérations, les tâches et les tests nécessaires pour préparer une plateforme de bas niveau. Donc, pour déployer ce qu'on appelle les applications ou une plateforme de niveau supérieur. Regardez ici. Donc là, lorsqu'on parlerait de provisionnement ou ce qu'on appelle l'approvisionnement, donc là, c'est la partie généralement infrastructure. Donc là, essentiellement, c'est la partie physique. Autrement dit, vous aurez besoin comment dirais-je, d'un PC i7 ou doté d'une mémoire de 16 Go de RAM avec un disque dur SSD de 156 Go ou 512 Go avec une connexion Internet, et ainsi de suite. Donc ça, c'est la partie provisionnement. Mais ce provisionnement-là aura besoin d'une configuration. Ça veut dire quoi ici d'une configuration? Ça veut dire c'est la partie préparative de l'environnement. Donc là, on parle essentiellement lorsque vous allez par exemple développer une application, disons, Symfony ou une application Laravel, ce que vous voulez, vous aurez par exemple besoin d'un serveur, par exemple, d'un serveur Apache, par exemple. Donc là, vous allez préparer ce qu'on appelle l'environnement ou ce qu'on appelle la plateforme de bas niveau qui va vous aider à déployer ce qu'on appelle des applications. Okay? Donc là, ici, c'est l'environnement logiciel. Puis on passe au niveau déploiement. Donc, cela implique la création de l'organisation, l'intégration et la préparation d'applications multicomposants ou de plateformes de niveau supérieur, souvent sur plusieurs nœuds. Donc, ici, la partie déploiement, c'est la partie, ce qu'on appelle mise en place de l'application. Et là, lorsque on parle de mise en place de l'application, on parle essentiellement, généralement, d'une application qui sera une application répartie. Donc là, lorsque je parlerai d'une application répartie, ça veut dire des applications qui travaillent sur plusieurs nœuds, ou ce qu'on appelle des applications qui travaillent sur plusieurs serveurs. OK? Donc là, c'est la partie déploiement de votre application. Maintenant, puisque généralement, les applications tournent sur plusieurs nœuds, que ce sont des nœuds actifs ou des nœuds qu'on appelle de sécurité de backup. Donc là, on peut avoir un nœud principal et un nœud de sauvegarde.
OK? Ou je peux avoir, par exemple, une architecture multiservice. Ça veut dire quoi, une architecture multiservice? Donc, chaque service, il est installé sur un nœud et l'ensemble des nœuds, c'est un ensemble des serveurs communiquent entre eux, ou il y a une application front qui va consommer l'ensemble des services qui sont déployés sur des nœuds différents. Maintenant, une fois que vous avez une application ayant une architecture répartie, donc là, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez passer à la partie orchestration. Ça veut dire c'est la partie synchronisation entre les différents composants. Donc, l'orchestration, c'est quoi l'orchestration? Cela peut se référer à plusieurs choses. Donc, l'automatisation construite par l'utilisateur ou inhérente à la plateforme visant à gérer ce qu'on appelle les cycles de vie des charges de travail et à réagir dynamiquement aux conditions changeantes. Donc, des processus ou des workflows qui relient ce qu'on appelle les tâches d'automatisation pour offrir des avantages commerciaux tels que le libre service, self-service, etc. Donc, au niveau de l'orchestration, qu'est-ce que ça veut dire au niveau de l'orchestration? Essentiellement, je parlerai au niveau de l'orchestration, c'est la partie équilibrage de charges. OK? Donc là, si vous avez plusieurs connectivités au niveau de votre système, il faut avoir un système qui va répartir la charge sur l'ensemble des nœuds. OK? Ou, je dis, essentiellement, en orchestration, vous prenez une équipe musicale, OK? Et il y en a quelqu'un qui va orchestrer, c'est lui qui va synchroniser entre les différents composants de cette équipe, OK? Donc là, au niveau de l'orchestration, il y en a des outils qui gèrent ce qu'on appelle la partie orchestration. Et la partie déploiement, il y en a des outils. La configuration, il y en a aussi des outils. Et l'approvisionnement, il y en a par exemple des solutions côté cloud qui vous donnerait la possibilité d'approvisionner ou de provisionner vos équipements. OK? Donc tout ça, il fait partie de ce qu'on appelle du cycle de vie d'un logiciel. OK? Et tout ça, il peut être automatisé. Je ne sais pas, est-ce que c'est clair à ce niveau-là, oui ou non? Oui, monsieur. J'aimerais bien de temps en temps vous entendre pour que je sache que je suis toujours connecté. Oui, monsieur, on est avec vous. Là. Désolé, il y a plus de communication téléphonique. Ah, ok. Bien, on avance. Bien, ici, lorsqu'on parle de l'automatisation, on parle aussi de l'automatisation qui trouve son intérêt essentiellement au niveau des solutions sans état, ce qu'on appelle le stateless ou statelessness. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire ici? Donc l'automatisation fonctionne mieux lorsque les applications peuvent être rendues sans état. Cela signifie que leur redéploiement en place ne détruit ni ne perd aucune trace de données dont les utilisateurs ou les opérateurs ont besoin. Donc, les deux états d'une demande sont les suivants. Donc,
not stateless. Donc là, pas apartheid. Donc là, application qui enregistre des informations importantes dans le fichier ou dans une base de données sur le fichier local. Ou il y en a ce qu'on appelle les solutions stateless. Ça veut dire quoi? Application qui conserve son état dans une base de données distincte et qui fournit ce qu'on appelle un service qui ne cite aucune mémoire d'état entre les invocations. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Regardez par exemple ici, vous avez 3 scénarios. OK? Donc là, le client, il va interagir avec le serveur. Donc là, il y a un serveur. Et là, là, on ne va pas stocker l'intervention de client avec le serveur. OK? Ça veut dire quoi? Il n'y a pas un besoin d'enregistrer des informations auprès de client. OK? Donc là, on dit no state to store. Ça veut dire on n'a pas des informations d'état à stocker dans une base de données. OK? Donc ça, c'est le premier scénario. Il y en a le deuxième scénario. Le client interagit avec le serveur, mais l'ensemble des transactions, ils doivent être stockées dans une base de données. Donc là, on va passer par ce qu'on appelle une base de données qui va stocker l'ensemble d'interactions avec le serveur. On dit ça, c'est le stateless, ça veut dire des applications qui conservent des états dans la base de données. Okay? Et le troisième type, ici, qui n'a pas besoin de base de données, mais on va stocker les informations au niveau serveur. Okay? Ça veut dire au niveau serveur local. Okay? Donc, on dit celle-là aussi, le nom stateless. Okay? Donc là, il y en a 3 types d'utilisation donc au niveau de nos solutions. Est-ce que vous arrivez à faire la distinction entre ces 3 états, oui ou non? Oui. Oui, monsieur. Maintenant, les outils d'automatisation les plus populaires. Donc, le premier outil d'automatisation moderne a été donc, Puppet, qui a été introduit en 2005 comme open source, puis commercialisé sous le nom de Puppet Enterprise, donc par Puppet Labs en 2011. Donc, ça, c'est l'outil la plus utilisée au niveau du marché. OK? Donc, les outils aussi d'automatisation les plus populaires sont Ansible, donc Marionette, Chef. Ils partagent les caractéristiques suivantes, relativement faciles à apprendre, disponibles en version open source, et les plugins et les adaptateurs leur permettent de contrôler directement ou indirectement de nombreux types de ressources. Okay? Donc là, il y en a vraiment une multitude. On ne va pas s'arrêter à ce niveau-là, au niveau outils d'automatisation. Il y en a d'autres sur le marché. Donc là, de nombreuses autres solutions existent. Également, les fournisseurs du cloud privé et public approuvent souvent leurs propres outils pour une utilisation sur leur plateforme telle que le projet HEAT d'OpenStack, AWS CloudFormation. Donc là, la même chose, AWS elle a un outil qui s'appelle CloudFormation. Il y en a aussi le SaltStack. Il y en a l'outil, par exemple, Terraform. Donc là, ce sont aussi des outils d'automatisation. OK? Donc là, sincèrement, il y en a plusieurs outils d'automatisation. Il y en a des outils d'automatisation qui sont propriétaires, donc qui appartiennent à des firmes. Et il y en a des solutions open source. Okay? Donc là, on va traiter le cas de Ansible. Donc, Ansible est disponible en open source et dans une version avec des fonctionnalités supplémentaires d'IBM Red Hat, donc appelée Ansible Tau. Donc là, il y en a la version basique qui est disponible en open source, mais il y en a d'autres solutions distribuées par des firmes telles que IBM, Red Hat, etc.,
qui ont d'autres fonctionnalités supplémentaires. Ça veut dire que ce sont des couches ajoutées ou des fonctionnalités ajoutées par ces firmes-là. Donc, telles que Red Hat qui a ajouté d'autres fonctionnalités. Et là, on les appelle aussi Ansible Tower. OK? Donc, Ansible est largement géré à partir de la ligne de commande Bash avec un code d'automatisation développé et maintenu à l'aide de n'importe quel éditeur de texte standard. Ça veut dire quoi? Donc, Ansible il se base sur la partie command line, sur une ligne de commande, et à travers ce qu'on appelle des scripts Bash. Donc là, pour réaliser ce qu'on appelle la partie automatisation. Est-ce que c'est clair à ce niveau-là, oui ou non? Oui, monsieur. Parfait. Donc, l'architecture de Ansible, donc, de quoi est composé Ansible? Donc là, Ansible, simple et léger. Donc, le nœud de contrôle s'exécute sur n'importe quelle machine. OK? Donc là, il est composé d'un nœud de contrôle qui s'exécute sur n'importe quelle machine. Donc là, Linux exécutant Python 2 ou 3. Donc, toutes les mises à jour du système sont effectuées sur le nœud de contrôle. Donc, on parle d'un nœud de contrôle. OK? Et le nœud de contrôle se connecte aux ressources gérées via SSH et permet à Ansible de exécuter des commandes shell sur un serveur distant. Donc là, je peux exécuter des commandes sur un serveur distant, donc à travers toujours les commandes shell, ou effectuer des transactions avec un routeur distant ou une autre entité réseau via une interface REST, donc à travers les API REST. OK? Donc, comme vous voyez au niveau de ce chemin-là, vous avez votre nœud central. OK? Donc, ici, vous avez Ansible Workstation or Node, donc là, le nœud. Et là, vous allez avoir l'ensemble des commandes qu'elle va réaliser avec l'ensemble des composants, que ce soit en utilisant le protocole SSH ou HTTPS et REST, etc. Okay? Donc, qu'est-ce qu'il va faire Ansible? Il va injecter des scripts Python dans les cibles et supprimer les après leur exécution. Ça veut dire quoi? Ce nœud-là, Ansible, elle va injecter des scripts, donc soit dans des machines virtuelles, dans des serveurs, ou dans des composants physiques, donc là, virtuelle infrastructure, et pourquoi pas des PC, et la même chose à travers des serveurs web et ainsi de suite. Donc, elle va injecter des scripts qui vont être exécutés, puis ils vont être retirés, ces scripts-là, au niveau, ce qu'on appelle des machines. De cette manière-là. Donc, installer Python sur les machines cibles, si nécessaire. Donc là, il faut aussi sur les machines distantes, il faut que vous installez ce qu'on appelle Python pour que Python puisse prendre en charge ce qu'on appelle ces commandes-là shell. Donc, les plugins permettent à Ansible de collecter des faits et d'effectuer des opérations sur une infrastructure qui ne peut pas exécuter ce qu'on appelle Python localement. Okay? Donc, le point fort au niveau Ansible, c'est quoi? C'est qu'il arrive à gérer des ressources distantes. Okay? Donc là, c'est à travers ce qu'on appelle l'installation ou la configuration de certains nombres de scripts. C'est pas assez clair l'idée, oui ou non? monsieur عاود فسر لنا monsieur. Bien, regardez. Vous pouvez avoir au niveau de votre infrastructure des équipements, des serveurs, n'est-ce pas? Lorsque vous prenez une infrastructure informatique, par exemple au niveau de l'EPI, on peut avoir par exemple plusieurs serveurs. On peut avoir aussi des machines physiques. Et on peut avoir ce qu'on appelle une infrastructure Manager Cloud Operation API, etc. C'est-à-dire on peut avoir notre propre data center, tel que le cas au niveau de l'EPI. Donc, à partir d'une machine auquel on va installer Ansible, okay, qu'est-ce qu'on va faire? On peut contrôler l'ensemble des équipements. C'est-à-dire on peut commander, okay, et on peut recevoir des réponses à partir des machines distantes.
sais pas, est-ce que vous connaissez déjà le protocole SNMP? Est-ce que vous le connaissez, oui ou non? Les SNMP Non, agents. monsieur. Non. Bien. Est-ce que vous connaissez un peu l'accès distant au niveau de machine? Est-ce que vous connaissez le RDP? Monsieur, Est-ce que vous connaissez le RDP? Non. non, monsieur. Bien. Est-ce que vous connaissez un peu, regardez, si quelqu'un attaque votre machine, donc on dit quoi? Si quelqu'un arrive à contrôler votre machine à distance, on dit quoi là? Cyber attack, monsieur. Là. Arrête, c'est la partie disant cyberattaque. Qu'est-ce que ça veut dire là? C'est-à-dire, le hacker, il va contrôler votre caméra, il va contrôler votre micro, il va contrôler votre souris, il va contrôler tout ça, n'est-ce pas? Donc, à travers quoi? كيما التيم فيو monsieur. TeamView, peut-être une partie, mais TeamView n'arrive pas à contrôler votre machine. لا TeamView n'arrive مش pas à installer des scripts au niveau de votre machine. Mhm. Donc, ici, le Ansible, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, il va contrôler, il va avoir la possibilité d'ajouter et de supprimer des applications au niveau des machines distantes. C'est comme si je parlerais d'un script d'injection attaque. Je parlerais d'un contrôle distant, tout simplement. Okay? Je monsieur contrôle votre معناها machine à الانسيبل distance. monsieur معناها انسيبل معناها موش اتاك اما كنترول ا ديستانس. Ici, il va contrôler, il va exécuter des scripts réalisés par l'administrateur. Ce n'est pas une attaque dans le sens du cyberattaque. Donc, il a la main sur votre système. Ok, monsieur. Okay? Donc, comment on passe? Il faut installer un contrôleur, il faut installer une machine Ansible, ok? Et au niveau de cette machine-là, Ansible, c'est elle qui va contrôler l'ensemble des ressources au niveau de votre système. Donc là, il va le contrôler en utilisant le protocole SSH ou le protocole HTTPS. Donc là, c'est un protocole qui doit être sécurisé. Ok? Déjà, je ne sais pas, est-ce que vous connaissez PuTTY, par exemple? Oui, monsieur. خدم عليه شوي. Voilà. Donc, PuTTY, qu'est-ce qu'il va faire, le PuTTY? Il va créer ce qu'on appelle une session distante. C'est-à-dire, à partir de votre machine locale, vous pouvez avoir une session distante sur un serveur. Et là, vous allez avoir le contrôle total. Maintenant, Ansible, qu'est-ce qu'il va faire? Il va contrôler vos machines à distance, à travers ce qu'on appelle des scripts d'automatisation. OK? J'espère que c'est clair. Oui, monsieur. Bien, donc là, si on va réaliser ce qu'on appelle notre nœud de contrôle Ansible, donc là, il faut passer par une phase qu'on appelle d'installation. Okay? Donc là, installation d'Ansible. Donc l'application de nœud de contrôle Ansible est installée sur une machine Linux à partir de son dépôt de paquet public. Donc, pour installer Ansible sur un poste de travail, reportez-vous à la documentation d'installation appropriée au périphérique. Donc là, juste, on va regarder la partie type TP. Donc là, au niveau TP, il y en a la partie installation de Ansible. Donc, structure de code Ansible. Donc, dans la structure de code Ansible, le travail est séparé en fichier YAML. Donc là,
qui contiennent une séquence de tâches exécutées dans l'ordre de haut en bas. Donc, Ansible a des centaines de modules Python préconstruits qui enveloppent ce qu'on appelle des fonctions au niveau du système d'exploitation et des métafonctions. Ici, que ça veut dire, Ansible, il se base sur un script YAML, donc qui contient l'ensemble des fonctionnalités Python à un seul. OK? Donc, au niveau Ansible, on parle de playbooks et rôles. Donc, c'est quoi un playbook? Un playbook, donc Ansible peut être écrit comme un document monolithique avec une série de tâches nommées et modules. Donc là, les développeurs construisent un modèle d'une tâche DevOps complexe à partir de séquences de tâches de playbook, donc de bas niveau appelées rôles, puis référencez-les dans le playbook de niveau supérieur, ajoutant parfois des tâches supplémentaires au niveau du playbook. Donc, cette séparation des préoccupations assure la clarté, la réutilisation et la partageabilité des rôles. Qu'est-ce que ça veut dire ici, le playbook? Lorsqu'on parle de playbook, c'est ce qu'on appelle le script. OK? Donc, qu'est-ce que ça veut dire le script? Quelles sont les tâches que je devrais exécuter sur le serveur pour déployer ma solution? Ça, c'est ce qu'on appelle le playbook. OK? De sorte que si vous allez créer plusieurs images de votre serveur, donc dans le cas, par exemple, de load balancing, si vous allez créer plusieurs images, vous allez exécuter le même playbook. Ça veut dire que vous allez exécuter le même script sur l'ensemble des deux. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la partie playbook. J'espère que c'est clair. وي مسيو تو معناها الانسيبل هو يركح لنا الانفيرونمون تاع الترافاي بالشيء Voilà. ديفوبس. Voilà, c'est ça. Donc, c'est lui qui va préparer l'environnement de travail. Je vais expliquer un petit exemple complet. Regardez, par exemple, je vais partager avec vous ça. C'est un petit script. Est-ce que vous voyez sur le bloc-notes qui est partagé? Oui, monsieur. Parfait. Donc, ça, c'est un script d'un playbook. OK? Donc, qu'est-ce qu'il va faire dans ce script-là, par exemple? Donc, là, c'est le VI donc, pour afficher ce script. OK? Donc, là, il va dire installing Apache MSI. Donc, là, ça, c'est un commentaire. Donc, installing Apache MSI. Et ça, il va donner ce qu'on appelle
le task. Donc là, au niveau de cette machine-là, on va préparer un serveur Apache. OK? Donc là, Monsieur, la quelle est les première... dépendances? Installation de dépendance. Partie dépendance à منها quel niveau là? مثلا تاسك Oui, c'est- نقول داونلود اباتش انستالر معناه Voilà, c'est ça. اي تيليشارجي الحاجات اللي Donc سحبتهم معناها. ici, voilà, il va préparer l'environnement. C'est clair? Donc, il va préparer l'environnement de travail sur notre machine. OK? Donc ici, voilà, par exemple, il va préparer, il va télécharger, puis il va installer. Donc là, le premier script, il va télécharger. Je lui donne le lien de téléchargement où il doit stocker ce téléchargement-là. Donc ça, c'est l'URL. OK? Et là, je lui donne l'emplacement où il doit stocker ça. Puis, je veux installer. Maintenant, si je veux évoquer ce playbook-là, j'appelle Ansible-playbook et je donnerai le nom, tout simplement. OK? Et là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va exécuter l'ensemble des tasks. OK? Donc, jusqu'à arriver à la phase finale de l'installation de l'environnement. J'espère que c'est clair. C'est bon? Vous m'entendez, oui ou non? Sinon, Oui, monsieur. c'est parfait. Donc, j'ai cru que j'ai perdu la connectivité. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle un playbook. Hein. Donc, au niveau Ansible, on peut faire l'ensemble des traitements possibles. Hein. Je peux copier des fichiers de local vers le distant. Je peux se connecter à une instance issue je peux me connecter sur le cloud Amazon. Donc là, il y en a toutes les fonctionnalités possibles. OK? Donc là, c'est comme si je fais de la partie programmation shell. OK? Voilà, donc ça, c'est au niveau playbook. Donc là, le fait de dire playbook, ce n'est que l'ensemble des instructions à exécuter. OK? Je vais revenir sur le diapo. Bien. Voilà, je peux avancer. Organisation de projets Ansible. Donc, les projets Ansible sont organisés dans une structure de répertoire imbriquée. OK? La hiérarchie est facilement placée sous contrôle de version, donc c'est au niveau Git, OK? Et utilisée pour l'infrastructure de style GitOps, donc en tant que code. OK? Donc, les éléments de l'hiérarchie de dossier Ansible incluent les fichiers d'inventaire, les fichiers variables, les fichiers de bibliothèque et d'utilitaire, les fichiers de playbook principaux. Donc là, je peux créer ce qu'on appelle tout un projet Ansible qui me prépare l'environnement de déploiement. Donc, il existe des défis de taille pour les grandes entreprises tels que la gestion et le contrôle de l'accès à de nombreux nœuds Ansible de manière flexible et sécurisée.
Cela inclut également la mise en place de contrôleurs à distance en toute transparence et en toute sécurité sous le contrôle de l'automatisation centralisée de l'entreprise. Pour cela, il existe deux solutions de plan de contrôle. Donc, l'une a le Red Hat Ansible Tower et le AWX Project. Donc, les implémentations d'Ansible à plus grande échelle bénéficient également d'Ansible Vault, donc une fonctionnalité intégrée qui permet le chiffrement des mots de passe et d'autres informations sensibles. Donc là, ceci, ce sont des fonctionnalités au niveau Ansible et essentiellement au niveau de la partie sécurité. Ressources de Cisco, donc côté Ansible, Cisco et la communauté Ansible gèrent de vastes bibliothèques de modules Ansible pour automatiser le matériel de calcul et le réseau Cisco y compris, donc un très grand ensemble de modules intégrés pour configurer les structures d'infrastructure Cisco, donc orienté application via le contrôle, ce qu'on appelle application policy infrastructure contrôle. Actuellement, au niveau Cisco, l'ensemble des infrastructures sont des infrastructures programmables. Comme vous avez déjà vu au niveau CCNA 1 et CCNA 2, vous avez la possibilité de programmer les équipements, de configurer les équipements. Donc, la même chose au niveau Cisco, on utilise Ansible pour gérer l'ensemble de configuration de l'infrastructure. Okay? C'est à travers la partie automatisation, contrôle à distance des périphériques réseau. Donc, Cisco exécutant iOS, ce qu'on appelle XR, ainsi que des modules pour l'envoi de commandes et la récupération des résultats de ces périphériques via l'interface CLI ou via l'interface REST standard de NetConf. Donc, module Ansible pour configurer l'infrastructure Cisco via l'infrastructure REST InterSync. Donc là, nous aussi, au niveau des équipements réseau, on peut utiliser Ansible. Donc, exemple Ansible, donc Ansible utilise normalement le SSH pour se connecter à des hosts distants et exécuter ce qu'on appelle des commandes. Donc, pour créer ce qu'on appelle un site web simple sur un hot distant, donc connaissance préalable requise, un hot cible exécutant un système d'exploitation compatible tel que le serveur Ubuntu 18, SSH et authentification par clé configurée sur cette hot et Ansible installé sur votre poste de travail local. Donc, ça, c'est un petit exemple. Donc, construction d'une arborescence de fichiers de projet. Ansible, donc, au fin de cet exercice, le nom de hôte, la machine cible, donc résolution DNS et la cible. Donc, ici, avec votre machine cible accessible en SSH accessible, commencez à construire une structure de dossier de base pour le projet Ansible. Donc là, si vous allez commencer un projet Ansible, la première chose, vous devez créer ce qu'on appelle un répertoire, ça veut dire un dossier. Ça veut dire que vous devez créer ce qu'on appelle une arborescence. OK? Donc, pour créer une arborescence tout à fait normale, vous devez commencer par la création de votre répertoire à travers la commande mkdir. OK? Et là, vous allez nommer votre projet Ansible. Puis, vous allez entrer dans votre projet Ansible. OK? Donc, avec votre machine cible accessible en SSH accessible, commencez à construire une structure de dossier de base pour le projet Ansible. Donc, au niveau supérieur de votre dossier de projet, vous avez besoin des éléments suivants. Fichier d'inventaire contenant des informations sur là où les machines sur lesquelles vous allez souhaiter déployer. Donc ici, lorsqu'on va créer un projet Ansible, il faut donner votre fichier d'inventaire. Qu'est-ce que ça veut dire le fichier d'inventaire? Quelles sont les machines ou les serveurs sur lesquels on va intervenir, sur lequel on va automatiser, on va préparer l'environnement. OK? Donc, un fichier site.yml de haut niveau contenant le niveau d'instruction le plus abstrait. Structure de dossier de rôle donc, pour contenir votre rôle de serveur web. OK? Donc, là, vous allez dans la notion de rôle, ce qu'on appelle des fonctionnalités. Donc, au niveau de votre projet Ansible, vous devez avoir le fichier inventaire, inventory. Donc là, si je fais un touch pour dire que bon, pour qu'il y ait le fichier d'inventaire, et ici le fichier site.yml, et là, vous devez créer ce qu'on appelle le répertoire rôle. OK?
Oui, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, création de votre fichier d'inventaire. Donc, votre fichier d'inventaire pour ce projet peut être très simple. Donc, faites-en le nom de hôte résoluble donc, par le DNS de votre machine. Ça dit quoi? Donc là, au niveau de votre fichier inventaire, vous donnez le nom de machine, tout simplement. OK? Donc là, vous donnez, par exemple, le nom de votre machine, ça s'appelle Target, par exemple. OK? Ou tout simplement, vous pouvez donner votre adresse, l'adresse IP de la machine cible sur laquelle vous allez configurer. OK? Par exemple, ici, l'ensemble des machines sur lesquelles il va travailler, il y en a Target 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et là, il a dit que les 3 machines sont des serveurs web et les 3 autres machines sont des serveurs de base de données. Donc là, vous définissez un groupe appelé serveur web et y mettez le nom de host ou IP de votre machine cible. Donc là, ce groupe-là, le target 4, 5 et 6. Donc là, ce sont des machines auxquelles vous avez nommé ce groupe-là DB Server. Sinon, les autres, ils s'appellent Web Server. OK? Donc, vous pouvez ajouter de nouveau nom de hôte IP à ce bloc de groupe ou ajouter ce qu'on appelle des blocs de groupe supplémentaires pour affecter les hôtes à des déploiements plus complexes. Donc là, c'est la première phase. Donc, au niveau création d'un projet Ansible. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc là, le projet, il doit contenir notre premier fichier, le fichier inventaire. Et dans le fichier inventaire, on va mettre les informations des différentes machines auxquelles on va y intervenir. Est-ce que c'est clair à ce niveau-là, oui ou non? Oui, monsieur. Parfait. Bien. Donc, si on avance maintenant, qu'est-ce qui nous reste au niveau de l'inventaire? Il y en a le site.yml. Donc là, c'est la création, ce qu'on appelle de notre playbook. Donc, au niveau supérieur, ce qu'on appelle le site .yml, donc ce qu'on appelle YML. OK? Donc, un playbook de niveau supérieur décrit généralement l'ordre, les autorisations et d'autres détails sur lesquels les actions de configuration de niveau inférieur définies dans les rôles sont appliquées. OK? Dans cet exemple, le fichier site.yml identifie les hosts sur lesquels vous souhaitez effectuer une opération et le rôle que vous souhaitez appliquer à ces hosts. OK? Voilà, la ligne become de .true indique qu'Ansible, que vous voulez jouer les rôles en tant que route via sudo. OK? C'est-à-dire, si on crie become de .true, OK? Ça dit quoi? On va donner à Ansible le rôle administrateur, le rôle route, OK? Sur quel groupe? Sur l'ensemble des web servers. Ça dit quoi ici, l'ensemble des web servers? Ce sont les machines lesquelles? Target 1, 2 et 3. Donc là, il va exécuter ou il va jouer le rôle d'un administrateur. OK? Je ne sais pas si c'est clair, oui ou non, ici. Oui, monsieur. Bien. Puis, on va créer ce qu'on appelle votre rôle de serveur web. Donc là, le rôle de serveur web. Donc, l'étape suivante consiste à créer le rôle qui installe et configure votre serveur web. Donc là, le deuxième rôle, donc là, c'est la partie configuration et installation de serveur web. Donc, vous avez déjà créé la structure de dossier pour le rôle en utilisant Ansible Galaxy. C'est ça là. C'est ça là. OK? Donc là, c'est des rôles. Donc là, c'est Ansible Galaxy Init Web Service.
Donc, ça veut dire quoi, ça? Ce rôle-là, Ansible Galaxy. Donc, ça, c'est pour la partie installation du serveur web sur l'ensemble des machines. OK? Regardez ici, s'il vous plaît. Donc là, l'étape suivante consiste à créer ce qu'on appelle le rôle qui installe et configure votre serveur web. Vous avez déjà créé la structure de dossier pour le rôle utilisant Ansible Galaxy. Donc, le code du rôle est contenu dans le fichier appelé main.yml, donc dans le répertoire task du rôle. Okay? Donc là, il y en a un fichier qui s'appelle main.yml, donc là, qui contient l'ensemble des commandes et qui se trouve dans un dossier qui s'appelle task, okay? Dans notre playbook. Regardez maintenant. Donc, vous pouvez éditer le fichier maintenant qui s'appelle main.yml directement comme illustré ici. Donc là, à travers la commande, ce qu'on appelle nano, ce que vous voulez, ou n'importe quel éditeur. OK? Maintenant, le rôle comporte deux tâches. La première chose, c'est déployer à page 2. Ça veut dire quoi ici, la première tâche au niveau de rôle? Donc là, le premier rôle, c'est Ansible Galaxy. Ça veut dire quoi ici, Ansible Galaxy? C'est la partie installation du serveur. OK? Donc ici, donc au niveau de ce rôle-là, donc la première tâche à faire, c'est déployer à page 2 sur notre groupe de machines qui s'appelle Web Server. OK? Donc là, il ne faut pas oublier toujours qu'au niveau de l'inventaire ici, qu'est-ce qu'on a fait au niveau de l'inventaire? On a dit qu'au niveau de l'inventaire, Web Server, il va se limiter au niveau de ces trois machines. Donc là, Target 1, 2 et 3. Donc, si on va exécuter notre script Ansible, donc on va scripter notre playbook. Donc, le playbook, qu'est-ce qu'il va toucher? Il va toucher essentiellement les trois machines, Target 1, 2 et 3. OK? Donc, ici, copier un nouveau fichier qui s'appelle index.html dans la racine HTML de la page 2 en remplaçant la page index.html par défaut. Donc, car généralement, vous, lorsque vous allez installer ou vous allez déployer un serveur web, vous va créer par défaut ce qu'on appelle un fichier qui s'appelle index.html. OK? Donc, ici, donc dans le playbook, donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc ici, le name, perform updates and install à page 2. Donc apt, donc name à page 2, state present et update cache, yes. Donc insert new homepage index.html. Donc là, il va copier le nouveau fichier HTML. Donc là, le source, c'est index.copy. Donc il va couper à partir de la source. Destination, c'est dans le www/html. Owner, my name. Et le mode, c'est 444. OK? Donc, ça, c'est un script. OK? Qu'est-ce qu'il va faire, ce script-là? Ce script, il va installer un serveur à page 2 et il va copier un fichier qui s'appelle index.html dans le répertoire racine de votre serveur. OK? Donc, dans apt, qu'est-ce qu'on va faire? On va nommer le paquet, son état requis et demander au module apt de mettre à jour son cache. Ça dit quoi? C'est la commande apt-get que vous connaissez déjà si vous voulez ajouter un module ou installer un module. Donc, c'est la même chose. Dans la seconde partie, donc la routine de copie d'Ansible déplace un fichier de votre système local vers un répertoire sur la cible et modifie également son propriétaire et ses autorisations. Donc ici, lorsque on parle de mode, c'est le chmod. OK? Donc ce fichier-là, il va être en mode, disons, exécution et lecture seule. Donc, ce que vous devez mémoriser ici au niveau d'un playbook, donc, ce playbook-là, qu'est-ce qu'il va faire, ce playbook-là? Il va présenter l'ensemble des actions à effectuer sur une machine. OK? J'espère que c'est clair, oui ou non? Non, monsieur.
À quel niveau ça? Instruction الأخرى قل لي ne va pas exécuter. Laquelle des instructions? Instruction الأخرى اللي قلتها monsieur. Cette instruction-là, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va copier la partie, elle va copier le fichier index.html, ok, de votre machine locale vers la machine destination. Qui est la machine destination? Notre machine destination, c'est qui? L'environnement C'est le playbook. Et l'environnement de déploiement. Dans notre cas, le playbook, il va être exécuté sur quoi? Bon, il va être exécuté sur notre inventory. D'accord là? Hey. Regardez ici. Lorsqu'on parle d'un script Ansible, on parle d'un inventaire. C'est-à-dire, quelles sont les machines qui vont le toucher. Donc là, Oui. lorsque je fais un copy, je veux copier index sur quoi? Je veux copier index sur l'ensemble des 3 machines. Target 1, target 2, target 3. Oui, 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 monsieur. C'est clair. En plus, qu'est-ce qu'il va faire Ansible? Il va modifier leur mode d'autorisation. Et il va changer le nom de propriétaire. C'est clair, hein? C'est-à-dire, il va donner les autorisations à qui? OK? Il va donner les autorisations au propriétaire. Donc, ce script-là, on va l'appeler le playbook. واضح monsieur. C'est comme si un script shell qui va présenter l'ensemble des instructions à exécuter d'une manière automatique. Regardez, par exemple, je prendrai le cas de Google. Google, il a plusieurs DNS. Google, il a plusieurs moteurs de recherche. Google, elle a le serveur, par exemple, google.in, google.fr, google.com, google.ca, google. etc. Donc, l'ensemble de ces serveurs-là, on va les appeler l'inventaire. Maintenant, si Google, elle va modifier la page d'accueil, donc elle va modifier les pages d'accueil, par exemple, au niveau de l'ensemble des serveurs. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle ne va pas entrer sur chaque serveur, elle va faire la modification, mais non, on va effectuer la modification d'une manière automatique. Donc, je lui dis, par exemple, voilà notre playbook. Au niveau de ce playbook-là, l'ensemble de ces machines-là, vous allez modifier la page d'accueil. Donc, vous allez copier la page d'accueil actuelle, par exemple, et vous allez la mettre à jour dans l'ensemble des machines d'inventaire. Et ça sera quelque chose qui automatise. OK? Oui, monsieur. Maintenant, c'est la création de votre fichier index.html. Bien sûr que vous devrez également créer un nouveau fichier index.html. Donc, la commande Ansible copy suppose que ces fichiers seront stockés dans un répertoire /files de rôle qui les appelle sauf indication, ce qu'on appelle contrée. Donc, accédez à ce répertoire et créez le fichier index.html en enregistrant vos modifications par la suite. Donc, ici, ça, c'est le contenu du fichier HTML qu'il va le créer. OK? Donc, ça, c'est le contenu, disons, c'est un exemple de contenu, juste pour comprendre, de contenu du fichier HTML, index.html. Donc, ce fichier-là, il va afficher au niveau titre My Website et au niveau page, au niveau body, et le mot Hello. Donc là, avec point d'exclamation. OK? Voilà, donc ça, c'est un exemple d'un playbook, ce qu'on appelle Ansible. C'est clair, oui ou non? Oui, monsieur. Bien, une fois qu'on a préparé notre projet, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste maintenant l'exécuter. OK?
Et maintenant, si on va exécuter notre projet Ansible, donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va le déployer sur l'ensemble des machines de notre inventaire. OK? Donc maintenant, vous êtes prêt à utiliser votre déploiement dans le répertoire de niveau supérieur de votre projet. Donc, vous pouvez le faire avec l'instruction Ansible-playbook-i inventory-u myname-k site.yml. Avec -i, c'est nomme votre fichier d'inventaire. Donc, -i pour dire c'est quoi le nom de votre fichier inventaire. -u pour dire nom votre utilisateur sudo, c'est-à-dire quel est le nom utilisateur de l'administrateur. -k demande à Ansible de nous demander votre mot de passe sudo au moment où il commence l'exécution. Donc là, si on va faire -k, c'est-à-dire il va nous demander le mot de passe de l'administrateur ou le mot de passe de l'utilisateur auquel on va exécuter le script en tant qu'utilisateur. OK? Et le site .yml est le fichier qui régit votre déploy. Okay? Donc ça, c'est la partie exécution de notre script Ansible. Donc, cette commande-là, qu'est-ce qu'elle va faire maintenant? Si vous avez bien assimilé un peu le projet. Donc, cette commande-là, qu'est-ce qu'elle va faire? Ça. مسيو هذيا باش تاخو من تاخو من لحظة تحضر لك الانفونتير وتحضر لك السيت Bien. Regardez. La première chose, cette commande-là, elle va nous demander le mot de passe avant tout. Le mot de passe de myname. C'est bien ça. Car nous, on va exécuter notre playbook site.yml, OK, sur l'ensemble des machines de l'inventaire avec le nom myname. C'est bien ça, oui ou non? Oui, monsieur, oui. Ben. Donc, la première chose, qu'est-ce qu'on va faire? Elle va demander ce qu'on appelle مانيش نسمع فيك مسيو. Vraiment, j'ai perdu la connectivité. Hein. Vous y êtes avec moi, oui ou non? Oui, monsieur. C'est ça. Parfait. مانيش نسمعوا Bien, فيك. regardez ici. تسمع فيه ولا لا؟ بكري ما كناش قصد. juste بس ترجع رجع تو. وقت اللي جيت باش تشوف الكرياسيون نتاع site.yml هيك ولا؟ هذيك فما وقت قلت ما تباس باش نقص الصوت. C'est pas aussi grave. Juste, je vais revenir à la commande. Voilà la commande. Notre commande, c'est quoi? Pour exécuter un playbook, c'est Ansible-playbook-i inventory-u myname-k site.yml. Donc ici, qu'est-ce que ça veut dire? Lorsqu'on va exécuter notre script Ansible, ce qu'on appelle le playbook, donc là, on va l'exécuter sur quoi? Sur un inventaire. OK?
Et lorsque je dis sur l'inventaire, donc là, vous vous rappelez un peu, lorsque je veux créer un projet Ansible, je dois présenter en premier lieu quel est mon inventaire. Celui-là. Ça, c'est l'inventaire. في الويب سيرفر والدي بي سيرفر. Voilà. Qui contient l'ensemble des machines sur lesquelles je veux me déployer. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle inventaire. Donc, l'inventaire ici, pour nous, c'est composé de deux groupes. Il y en a les web servers et DB servers. Ça veut dire les serveurs de base de données et les serveurs de web. Donc, ça, c'est notre inventaire. Puis, la deuxième chose, on va se connecter sur ces machines-là avec quel compte? Ça veut dire quoi? Quel est le nom d'utilisateur? Et de préférence, là, ce nom utilisateur-là doit être un administrateur. Donc là, on va utiliser la commande sudo et on va utiliser ce nom-là pour y connecter. Et de préférence, il faut qu'il soit un administrateur au niveau de la machine. OK? Maintenant, au niveau de l'exécution de Playbook, on ne va pas inscrire le mot de passe, mais on va lui demander de nous demander le mot de passe. OK? Donc, puisqu'on a écrit "-k", donc demande à Ansible de nous demander notre mot de passe sudo au moment où il commence à l'exécution. Ça veut dire quoi? Donc, dès que je commence l'exécution de Playbook, donc il va me demander le mot de passe, que je l'utilise au niveau de l'ensemble de mon inventaire. Et de préférence, utiliser le même compte sur l'ensemble des machines. OK? Généralement, le root ou ce que vous voulez. Donc là, au niveau des machines. Et là, le site.yml, donc là, il va charger ce qu'on appelle le script qu'on va l'exécuter. Et il y a ce script-là, le site yml. Donc là, pour nous donner quel rôle on va avoir, est-ce qu'on va avoir le rôle de l'administrateur, oui ou non, et quelles sont les machines ou le groupe de machines sur lesquelles je veux exécuter mon playbook. Dans notre cas, le playbook, il va être exécuté sur quoi? Sur le groupe qui s'appelle Web Servers. C'est bien ça, oui ou non? Et là, on va devenir en tant qu'administrateur. Donc là, on va avoir le rôle, ce qu'on appelle administrateur. Autrement dit, le playbook, il va être exécuté sur quoi? Il va être exécuté sur target 1, target 2, target 3. Comment on a déterminé cela? On a déterminé ça à partir du fichier site.yml. C'est clair, oui ou non? Oui, monsieur, خاطر الديزيام مكتوب host web service. Regardez ça. Parfait. Bien. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va exécuter ce script-là, qui se trouve dans le fichier main.yml. Et dans ce script-là, qu'est-ce qu'on va faire? Il va installer le serveur à page 2 et il va copier le fichier index.html. OK? Et ce fichier-là, index.html, qui va contenir ces données-là. OK? Donc, il va contenir ce script-là au niveau de l'ensemble des machines. Autrement dit, si je vais récapituler, le playbook, qu'est-ce qu'il va faire? Il va installer le serveur à page 2 sur target 1, target 2, target 3 en tant qu'utilisateur MyName, OK? Et généralement avec le privilège associé. Et il va copier le fichier index.html dans le dossier 3w var HTML de nos trois machines target 1, target 2, target 3. J'espère que c'est clair. Hein? Cette commande-là, elle va faire tout ça. واضح monsieur. Bien. Au niveau de l'examen, je peux vous donner une commande similaire. Je peux vous donner l'inventaire, je peux vous donner le site.yml et le main.yml et je vous dis quel est le résultat de cette commande. OK? Normalement, vous sachez maintenant comment interpréter un tel projet Ansible. C'est bon? Oui, monsieur. Bien. Donc, un projet Ansible, il doit avoir une arborescence. Donc, au niveau de l'arborescence, vous devez avoir
ces deux fichiers-là, inventory and site YML. Et là, vous devez avoir le dossier qui s'appelle roles, dans lequel vous allez mettre ce qu'on appelle votre script main. OK? Main.yrl. Voilà, ça c'est un projet ancien. Voilà, donc ici au niveau de l'exécution, donc il va vous donner l'ensemble des tâches qui sont en train d'être exécutées. OK? Donc voilà, donc ça c'est l'ensemble des tâches. Voilà, donc sincèrement, je vous invite à faire le TP. Donc là, il y en a un TP. Déjà, je vous ai demandé, pour ceux qui ont fait la dernière séance de TP, de réaliser le TP numéro, regardez s'il vous plaît. Donc, de réaliser ce TP-là, donc le TP 7.4.8. Donc là, ce TP-là. Donc là, qu'est-ce que vous allez avoir au niveau de ce TP? Juste, je veux partager. Voilà. Donc, au niveau de ce TP-là, donc là, qu'est-ce que vous allez faire? Donc, le TP 7.4.8. Donc, utiliser Ansible pour automatiser l'installation d'un serveur web. Donc là, vous allez créer un playbook, OK, pour créer ce qu'on appelle un serveur web. Donc là, on peut créer 1 ou 2 ou 3 ou 4 serveurs web. Tout dépend de notre inventaire. OK? Voilà, donc vous allez utiliser la machine virtuelle. Donc, je vous ai envoyé le lien de téléchargement par Google Drive. Donc là, vous allez configurer Ansible. Vous allez vérifier la communication avec le serveur web local. Donc là, vous allez avoir un serveur web local et le serveur distant, ça veut dire la machine distante. Créer ce qu'on appelle des playbooks Ansible pour automatiser l'installation du serveur web et ajouter des options à votre playbook Ansible pour serveur web Apache. Donc là, c'est la chaîne complète de l'automatisation d'un serveur ou de plusieurs serveurs web distants. Donc ça, Monsieur, c'est la phase. Oui, monsieur. يا أخي نجموا نكتيفيو مثلًا عندنا كود معين، في شيء مثلًا مانيش عارف أنا بايثون، نجم نخطفه بالأنسيبل في Oui, c'est possible, c'est possible. Allô? معناها نجم نخدم مثلًا Attends, سكريبت سيلينيوم من بعيد. attends. Normalement. Examen TP. مدقني. ايش يخرجوا عليك ليش؟ مدقني. كيفاش يا سات؟ monsieur مثلًا قلت لي ما نجم نجموا بالأنسيبل نخدموا سكريبت من بعيد، دونك نجموا نخدموا سكريبت سيلينيوم مثلًا يدخل الإنترنت On peut faire tout. On peut faire tout. Là. Donc, والّا avec هو Ansible. الأنسيبل Ouais. monsieur الأنسيبل يخلّيك مثلًا تتحكم في السوري والّا؟ Non, c'est pas la partie souriante. C'est quelque chose أي d'avancé, même. Donc, فهمتك juste, lorsque je parle de Ansible, juste, ce sont des des commandes commandes pour préparer l'environnement. Pour واضح préparer monsieur واضح، l'environnement, pour واضح. préparer la machine. La même chose aussi, il faut que la machine soit sous système. La machine, elle doit être fonctionnelle. Moi, je suis une machine vierge qui ne contient pas de système d'exploitation. Donc, c'est une واضح machine monsieur qui إيه. est connectée sur Internet, qui a une adresse IP, etc. Mais nous, juste, on va préparer l'environnement. Ça veut dire on va télécharger des installations, on va les installer, on va créer des dossiers, on va créer des fichiers, on va créer un script, etc. Donc là, ce sont les tâches manuelles qu'on va les rendre d'une manière automatisée. Toujours, il faut mettre dans votre tête, s'il vous plaît,
que généralement, les grandes sociétés, ils ont plusieurs machines, ils ont plusieurs serveurs. Et ces serveurs-là, ou ces machines-là, ils doivent avoir la même configuration. Donc, si je veux lancer un script, donc je veux le lancer sur l'ensemble de machines d'une manière automatique. Le cas, par exemple, je prendrai le cas au niveau de votre école EPI. Je prendrai, par exemple, vous allez avoir un examen TP. Par exemple, tous les groupes vont avoir un examen TP. Donc, je dois préparer 120 machines, 120 PC, OK? Et sur les 120 PC, je dois installer la machine virtuelle, je dois donner un script, etc. Donc ça, je ne peux pas l'effectuer d'une manière manuelle. Donc là, si je veux préparer mon examen TP, je ne dois pas l'effectuer d'une manière manuelle, sinon ça me demande beaucoup de temps. Donc je peux créer un projet Ansible et à partir de ce projet-là Ansible, je lui dis, voilà, ça. Donc je peux lui demander de me préparer l'environnement. Et au bout de quelques minutes, donc l'ensemble des machines vont être prêtes donc, pour abriter ce qu'on appelle un examen TP, par exemple. C'est clair, hein? C'est ça l'outil Ansible et l'avantage de Ansible. C'est la partie automatisation de l'environnement et de la configuration. C'est bon? Oui, monsieur. Même on peut, par exemple, pour chaque étudiant, lorsqu'il se connecte, il saisit le login mot de passe, au niveau de son bureau, il va trouver un dossier qui s'appelle, par exemple, examen TP, puis dans lequel il a tout l'environnement de TP. Donc, on peut le préparer à travers l'outil Ansible. Sincèrement, je vous invite, je vous recommande, indépendamment de l'examen ou non, de faire ce TP-là, le 7.4.8, donc, car vraiment, il est intéressant. OK? Donc, si un jour, au niveau d'un entretien, il vous parle de Ansible, vous connaissez ce qu'est Ansible et vous avez une idée sur la configuration et l'installation. Et essentiellement, au niveau des terminologies, donc vous allez toucher au niveau de ce TP-là, c'est quoi un playbook et comment vous allez exécuter un playbook, etc. et comment vous allez créer un projet Ansible. Donc ça, c'est quelque chose, sincèrement, de basique. Hein. Ce n'est pas quelque chose d'avancé, mais c'est quelque chose un peu d'initiation. OK? Donc, sincèrement, en tant qu'ingénieur informatique, vous devez aussi connaître ou avoir une idée sur un tel outil. Ça n'empêche, il y en a pas mal d'autres outils. Hein. Donc, il y en a Terraform, il y en a aussi Kubernetes, il y en a pas mal d'autres outils qui sont un peu avancés. OK? Et ça, je parlerai au niveau de la partie clusterisation, etc. Donc là, c'est un peu avancé côté administration. Mais comme point de départ, prenez le cas de Ansible, ça sera extraordinaire pour le comprendre. OK? Donc ça, ce TP-là, il n'est pas assez long, donc juste quelques pages. Hein. OK? Oui, monsieur, merci. Donc voilà pour aujourd'hui. Donc je vais m'arrêter à ce niveau-là. OK? Et je vous invite à revoir votre cours soit sur la plateforme ou sur Netacad. Donc là, vous avez le cours détail. OK? Donc pour l'examen, ce sera sous forme de QCM et pour peut-être quelques exercices, comme le cas de Ansible, puisqu'on a traité aujourd'hui Ansible. Donc, juste, je vous donnerai des scripts, je vous donnerai un projet et je vous dis, par exemple, qu'est-ce qu'il fait ce projet-là ou quel est le résultat de ce projet, etc. Donc là, juste pour comprendre, pour savoir est-ce que vous avez bien assimilé la notion de projet Ansible, oui ou non. OK? Voilà, donc je reprends aussi de vous dire que l'examen, ça sera sur le chapitre module 6 et module 7 uniquement. Hein. Donc, il n'y a pas ni guide, ni commande Linux. OK? Donc, il va traiter au niveau Jenkins et au niveau Docker. Et aussi la partie Ansible. Donc, ça, c'est au niveau de votre examen. Voilà, donc je vais m'arrêter à ce niveau-là et je vous souhaite bon fin de journée. Les tests.
حللنا لي تيست معناها قبل معناها واحد يتستي معناها يشوف روحه. Oui, pas de problème, aucun problème. Je vais vous ouvrir les tests. pas de problème. Merci, monsieur. Bien. Donc, bonne fin de journée et on se retrouve, Inch'Allah, l'année prochaine. 2023, alors, 2020.